représentant de la FIFA, zone UNIFAC, mon cher petit frère Francis, bienvenue chez toi une fois de plus. Monsieur le représentant de la FIFA, je ne vais pas vous nommer individuellement, bienvenue chez vous. Estoy contento de verles en Camerún. No sé si esto primera vez. ¿Es primera vez? Bueno, a disfrutarlo. Es un bonito país. Madame la représentante de l'UNFPA, Monsieur le sélectionneur, Monsieur Idriss Kameni, chers collègues, Monsieur l'ancien Lion, Monsieur Bernard Chutan, Madame la vice-présidente de la Fédération camerounaise de football ici représentée par sa vaillante secrétaire générale, Monsieur le secrétaire général, mon cher grand frère, chers collègues de la Fédération camerounaise de football, chers collègues représentants des différents clubs de football, je suis très heureux ce matin d'être devant vous pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est toujours un immense plaisir pour moi de me retrouver devant vous. Mais aujourd'hui plus que jamais. Pourquoi? Parce que depuis un peu plus de 3 ans, nous nous battons pour professionnaliser notre football. Et une fois de plus, grâce à la FIFA, nous allons faire un pas de géant pendant ces 3 jours. Je vous prie d'être très attentifs pendant ces travaux. Je vous prie de prendre ces travaux au sérieux. Je vais vous prendre un exemple. Certains d'entre vous estiment parfois que le président que je suis est très dur, mais vous trouverez peu d'arbitres complaisants. Je suis comme un arbitre de football qui doit diriger une rencontre de football. Je n'ai pas de parti pris, je dois prendre des décisions qui peuvent parfois plaire à une équipe ou à une autre équipe. Mais au-delà de l'arbitre que je suis là pour rendre votre match beaucoup plus beau. Et l'arbitre a la responsabilité, dans une rencontre de football, de permettre à ceux qui regardent cette rencontre de profiter d'un beau moment, de passer un beau moment au stade. C'est cet arbitre-là que je suis. Pourquoi je vous dis ceci? Parce que vous êtes des passionnés comme moi. Mais au-delà de la passion commune que nous avons, nous devons être des dirigeants forts. Et c'est vers ça que je suis en train de vous amener. Être des dirigeants forts. Savoir que le football est un business avant tout. C'est juste pas la passion. Oui, nous aimons tous nos équipes. Oui, nous voulons tous aider ces enfants. Mais à la fin de la journée, il faut une rentabilité sur ce que nous faisons. C'est cette transition-là que je suis en train de faire avec vous. C'est pourquoi certains estiment que je suis dur. Mais je suis dur pourquoi? Parce que je souhaite que vous m'invitiez demain chez vous à prendre une bouteille d'eau Tanguy. Pourquoi? Parce que la fédération vous aurait amené à devenir des milliardaires. Pour exemple, les transferts qui se font aujourd'hui dans notre continent, pas seulement au Cameroun, vous ne trouverez pas des présidents qui gagnent plus d'1 million d'euros. Le même joueur, vendu quelques mois plus tard, vous coûte 30 millions, 60 millions de pounds. Prenez juste l'exemple de Carlos Baleba, qui est un de nos enfants. Ça veut dire que vous perdez de l'argent. Mais vous perdez de l'argent, pourquoi? Parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont venus dans ce football par passion. Uniquement par passion. Vous investissez beaucoup d'argent
dans ce football par passion. Mais la FIFA et la Fédération camerounaise de football veulent vous donner des outils pour penser comme des dirigeants, pour avoir un football plus responsable. C'est pourquoi vous voyez notre sœur qui est là. Et pour cela, j'étais dans les bureaux, dans les locaux de la FIFA avec mes deux jeunes collègues il y a quelques jours. Et avant même de commencer la réunion, je pouvais même déjà l'interrompre parce que tout ce que j'allais demander, ils avaient déjà tout préparé pour vous. Nous avons vraiment un problème. Nous avons 77 000 joueurs enregistrés pour un pays qui a presque 30 millions d'individus. Et nous avons un problème où les présidents des clubs négligent une partie de leurs droits. C'est à la FIFA, il y a ce qu'ils appellent Connect ID Talent. Ne négligez pas ça. Vous perdez beaucoup de joueurs. Quand vous venez souvent à la fédération, on vous demande de payer, je crois, c'est 10 000 francs CFA pour qu'on vous sorte un document pour prouver que c'est votre joueur. Dès le bas âge, 11-10 ans, vous pouvez déjà enregistrer cet enfant sur la base de données de la FIFA. Et ce joueur à vie sera votre joueur. Vous n'avez même plus forcément besoin de passer par la fédération pour avoir le passeport du joueur que vous demandez souvent. Mais ce sont des choses qui vous échapperaient peut-être, et je vous dis et je vous prie de prendre ça au sérieux. C'est beaucoup d'argent que vous perdez chaque année. Parce que nous essayons de faire avancer les mentalités à la fédération, mais vous pouvez tomber sur un responsable qui est resté sur la mentalité d'avant et qui enregistre mal votre joueur. Par contre, si vous le faites dès le bas âge, directement sur la plateforme FIFA, vous n'avez plus ces problèmes. Vous n'avez plus ces problèmes. Et nous avons décidé, dans les prochains jours, de monter une caravane avec un bus qui ira un peu partout dans les zones reculées pour enregistrer le maximum des joueurs possibles en accord avec nos ligues au niveau des départements et les présidents des régions pour vous faciliter la tâche. C'est pourquoi les travaux qui commenceront tout à l'heure sont d'une importance extrême pour vous. Quand on a l'argent, on est libre. Je vous prie d'être des présidents et présidentes des clubs libres. Et qu'on ne parle pas seulement des sponsors que reçoivent la fédération ou les produits que la fédération vend, mais qu'on aille vers autre chose. Vendre notre football, parce que c'est là où il y a vraiment l'argent. Nous essayons, mais nous devons le faire avec vous. Et puis, comme un cadeau tombé du ciel, les responsables de la FIFA, lors de cette réunion, ont dit, mais président, nous avons un programme où le meilleur projet qui sera présenté, on pourra inviter le responsable de ce projet à Los Angeles pour des travaux que nous allons organiser là-bas. Je me suis dit, j'ai une très grande estime de mon pays, le Cameroun, et je sais que le meilleur projet viendra du Cameroun. Donc, chers collègues, je vous prie, en sortant des 3 jours de ces travaux, montez le meilleur projet et que l'un de vous soit le représentant de notre football à Los Angeles. Ça ne serait pas facile parce que vous serez en concurrence avec d'autres, mais quand on est Camerounais, on est toujours numéro 1. Je compte énormément sur vous. Et puis, pour terminer, j'ai vu ma charmante maman, présidente de AS Fortune, qui est dans la salle. Félicitations. Le discours prononcé par Samuel Eto'o dans le cadre de la cérémonie d'ouverture de l'atelier de formation des clubs professionnels constitue un moment à la fois symbolique et révélateur des tensions, des espoirs et des limites qui traversent aujourd'hui le football camerounais.
Derrière la spontanéité apparente, les marques de familiarité, les apartés et les expressions parfois désordonnées, se dessine en filigrane une ambition que l'on peut qualifier de double. D'une part, réformer la structure du football national en le professionnalisant, et d'autre part, imposer une autorité présidentielle souvent perçue comme rigide voire autoritaire, mais justifiée selon lui par l'urgence et la nécessité. Dès l'ouverture de son propos, le ton est donné. Samuel Eto'o se positionne moins comme un président traditionnel, distant et formel, que comme un acteur ancré dans un tissu relationnel complexe, fait d'amitié, de fraternités affichées et d'un certain langage de proximité. Il évoque mon cher petit frère Francis, ma charmante maman, mes chers collègues, créant une ambiance presque familiale qui pourrait être perçue comme une stratégie rhétorique destinée à briser la glace et susciter la connivence. Néanmoins, cette approche amicale peut aussi induire une confusion dans les registres. S'il s'agit bien d'un événement officiel, avec la présence de représentants de la FIFA et de la CAF, on peut s'interroger sur la pertinence de cette informalité dans un contexte qui devrait marquer le sérieux et la technicité du sujet abordé. La suite du discours se veut plus centrée sur le fond, notamment la problématique de la professionnalisation du football camerounais. Samuel Eto'o y revient avec insistance, en rappelant que depuis plus de 3 ans, un effort constant est mené pour structurer et rentabiliser l'activité footballistique au Cameroun. Cette volonté est clairement louable. Elle traduit une prise de conscience. Le football, longtemps laissé à la passion, doit aujourd'hui s'inscrire dans des logiques économiques plus rigoureuses. Il ne suffit plus d'aimer son club, de dépenser sans compter, de donner pour la patrie. Il faut désormais penser en termes de retour sur investissement, de formation structurée, de gestion professionnelle. Pourtant, si la volonté est manifeste, les modalités de mise en œuvre restent floues. Lorsqu'il évoque des outils pour penser comme des dirigeants, Samuel Eto'o ne détaille ni ces outils, ni les critères qui permettraient de mesurer leur efficacité. Il se contente de mentionner de manière rapide des plateformes comme Connect-IDPAN, sans explication technique claire, ni contextualisation adaptée pour les présidents de clubs qui ne sont pas toujours familiers avec les dispositifs digitaux ou les normes FIFA. Il y a là un écueil majeur, celui de substituer la technocratie à la pédagogie, de supposer acquis ce qui ne l'est pas encore. Un vrai changement de mentalité ne peut se décréter. Il doit s'accompagner d'un effort réel de formation et de vulgarisation, ce que le discours, à ce stade, ne semble pas pleinement intégrer. Ce glissement constant entre le langage de proximité affective et les injonctions au professionnalisme installe une forme de tension qui traverse tout le discours. Samuel Eto'o parle d'une voix double, celle de l'ancien joueur charismatique et admiré, qui continue d'endosser le rôle de figure tutélaire du football camerounais, et celle du gestionnaire moderne qui cherche à imposer des normes structurelles dans un environnement peu habitué à ce type de rigueur. Cette dualité crée parfois une impression de dissonance. D'un côté, il parle en termes presque familiaux, évoque l'amitié, la convivialité, les retrouvailles. De l'autre, il se montre intransigeant, affirmant qu'il faut désormais être des dirigeants froids, rappelant que le football est un business avant tout. Ce balancement entre émotion et rationalité témoigne d'un dilemme central. Comment transformer une culture sportive fondée sur la passion et l'informel en une industrie performante sans perdre l'âme de ce sport, ni aliéner ceux qui en ont porté les couleurs dans la souffrance et le sacrifice? Cette complexité se reflète également dans la métaphore de l'arbitre, que le président emploie pour décrire sa position. Je suis comme un arbitre de football. Je dois prendre des décisions qui peuvent parfois plaire à une équipe ou à une autre. Cette image n'est pas anodine. Elle renvoie à une posture d'impartialité, mais aussi à une autorité absolue sur le jeu. En se comparant à un arbitre, Eto'o se place en surplomb. Il est celui qui encadre le jeu, qui en fixe les règles, qui sanctionne. C'est un rôle qui le met nécessairement à distance des acteurs de terrain, bien qu'il prétende en être un. Il y a ici une contradiction à peine masquée. S'il affirme ne pas avoir de parti pris, il reconnaît aussi que ses décisions ne sont pas toujours consensuelles. Or, dans un contexte aussi fracturé que le football camerounais, où les soupçons de favoritisme, les rivalités régionales et les intérêts personnels sont omniprésents, cette position peut être mal interprétée, voire perçue comme une tentative de centralisation autoritaire du pouvoir. Ce glissement vers une gestion plus verticale est d'ailleurs perceptible dans sa manière de rappeler que certains le trouvent dur. Il en donne lui-même la justification, parce que je sais que vous m'inviterez demain chez vous à boire une bouteille d'eau Tanguy. Cette phrase, qui pourrait sembler anodine, est en réalité très révélatrice. Elle suppose que la dureté du président est un mal temporaire destiné à produire un bien futur. On retrouve ici une rhétorique classique du leadership autoritaire. La contrainte présente est justifiée par une promesse de récompense à long terme. Mais cette posture comporte des risques. Elle laisse peu de place à la contestation ou à la critique, puisque toute opposition est assimilée à une résistance au progrès.
L'image de l'arbitre s'impose alors non pas comme une figure d'équilibre, mais comme celle d'un contrôle omniprésent. L'exemple qu'il donne ensuite, celui des transferts de joueurs, est à la fois pertinent et problématique. Il cite le cas d'un joueur comme Carlos Balba, formé localement, vendu pour une somme modeste et revendu quelques mois plus tard à un prix bien supérieur. Cet exemple, pris pour démontrer les pertes économiques liées à l'absence de structuration et de contractualisation rigoureuse, appuie son argument principal. Les présidents de clubs camerounais perdent de l'argent par manque de stratégie. C'est une critique légitime. Elle met en lumière les failles d'un système où les acteurs locaux, faute d'outils, de formation ou de vision économique, laissent échapper une grande part de la richesse potentielle du football. Mais encore une fois, l'analyse reste incomplète, car elle ne s'accompagne pas d'un examen des causes structurelles de cette faiblesse. Il ne suffit pas de dire que les présidents agissent par passion ou qu'ils sont mal formés. Il faut aussi interroger le rôle de la fédération elle-même dans cette défaillance. Depuis des décennies, celle-ci a failli à sa mission de formation, de régulation et d'accompagnement. Évoquer uniquement la responsabilité des présidents revient à déplacer le problème. En réalité, l'effondrement du football camerounais ne peut être compris sans une critique du rôle des autorités sportives, des politiques publiques, du laxisme généralisé et d'un certain clientélisme institutionnel. Or, ces dimensions restent absentes du discours d'Eto'o, qui semble vouloir porter seul la bannière de la réforme, au risque d'exclure toute dynamique collective ou critique participative. L'accent mis sur les outils numériques, notamment l'enregistrement des jeunes joueurs via la plateforme FIFA, constitue une avancée potentielle, mais aussi un révélateur des inégalités criantes sur le terrain. Il affirme qu'un joueur peut être enregistré dès l'âge de 10 ans, et que cela évite les erreurs de suivi, les pertes de données et les conflits d'appartenance. Techniquement, cela peut être un gain. Mais dans les faits, il ne tient pas compte de la réalité logistique et administrative du pays. Comment faire comprendre à des responsables de petits clubs, souvent basés dans des zones rurales, parfois analphabètes ou peu connectés, qui doivent se familiariser avec un système informatique internationalisé, alors que même les services de base, électricité, connexion Internet, ressources humaines qualifiées font parfois défaut. En ce sens, sa proposition d'envoyer un bus itinérant pour enregistrer les joueurs dans les zones reculées semble être une solution ponctuelle à un problème systémique. Elle risque d'être perçue comme une opération de communication plus que comme une réponse structurelle à une absence d'infrastructures durables.